Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, une heure de débat sur l'actualité chaude du continent. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur l'engagement politique du Cameroun envers sa jeunesse. Et il sera question dans cette émission des réformes du secteur de l'éducation. Alors faut-il ou non réformer ce secteur? Élément de réponse, nous tenterons d'y répondre en tout cas tout au long de ce programme. Également au menu, une mission de l'Union africaine qui est arrivée à Bujumbura ce 25 février. Objectif des émissaires de l'UA, convaincre le président Pierre Nkurunziza d'aller vers un dialogue avec l'opposition. Et puis coup d'envoi de la 4e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca, c'est au Maroc. Focus donc de ce rendez-vous de haut niveau et qui durera 48 heures. Eh bien, les focus sont l'agriculture et l'électrification du continent africain. Et pour débattre de ces thèmes, nous recevons notre invité de cette soirée, Monsieur Daniel Kalbassou. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes fondateur du Crédit du Sahel et vous êtes originaire du Cameroun. Exactement. Nous sommes également en compagnie de nos éditorialistes. Alfred Chango, bonsoir. Merci Anne-Marie, c'est une joie immense de vous retrouver autour de ce plateau et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Joie partagée et Samuel Gambog, bonsoir. Merci Amira. Ah pardon, Amira pense à moi aussi j'espère. Merci beaucoup Anne-Marie et bonsoir. Tout de suite l'actualité du jour. Reste au centre des préoccupations de la communauté internationale. Après Ban Ki-moon ce mardi, c'est au tour de 5 dirigeants africains d'arriver à Bujumbura sous l'égide de l'Union africaine. Et ce sont les présidents sud-africains, mauritaniens, sénégalais, gabonais, ainsi que le Premier ministre éthiopien qui vont tenter de relancer le dialogue politique qui est au point mort au Burundi. Monsieur Kalbassou, quelles sont vos attentes de cette nouvelle et énième médiation vers le Burundi? Nous attendons que justement ce problème soit résolu et que les tueries cessent et le problème politique et que trouver une solution et que la population puisse s'entendre, l'opposition avec le pouvoir, pour sortir de cette situation qui ne fait pas grandir l'Afrique. Alfred Chango, quelles sont vos attentes donc après cette médiation qui arrive, après une première médiation qui a été un échec du président Museveni? Ban Ki-moon était également à Bujumbura cette semaine. À quoi peut-on s'attendre? On peut, Anne-Marie, s'attendre à tout. Il faut d'abord faire remarquer qu'effectivement, la présidente de la commission de l'Union africaine, commission de paix et sécurité, avait à un certain moment décidé le déploiement des troupes africaines pour assurer et protéger les populations burundaises et puis stabiliser la situation, de sorte que les acteurs politiques puissent se retrouver autour de la table et régler le contentieux qui les oppose. Depuis l'élection très controversée de Pierre Nkurunziza au détriment des textes même de ce pays-là et notamment des accords d'Arusha. Et donc, il y a eu une forte opposition de Pierre Nkurunziza et donc là, l'Union africaine finalement a rétropédalé. Puis, au dernier sommet de l'Union africaine, avec l'élection du nouveau président, le président Idriss Itno Déby du Tchad, il a été décidé d'envoyer cette délégation. Alors, quelles sont les attentes? C'est d'abord de convaincre effectivement Pierre Nkurunziza de mettre de l'eau dans son vin pour que tous les acteurs se retrouvent autour de la table et s'entendent effectivement sur la manière de sortir de cette impasse, de sortir de cette crise. La deuxième chose, il faut placer au-dessus de tout l'intérêt des populations burundaises qui souffrent de cette situation-là. Et enfin, il faut qu'il accepte quand même, pour que la sécurité de tout le monde et la paix reviennent dans la région, que l'Union africaine puisse déployer ses troupes qui étaient prévues pour sécuriser, stabiliser la situation du pays. Autrement, ça va être un échec, ça va être une honte pour l'Union africaine. En tout cas, on mentionne les noms des présidents qui sont à Bujumbura. Il y a les présidents, Abdelaziz de la Mauritanie, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Macky Sall du Sénégal, Ali Bongo Ondimba du Gabon, le Premier ministre éthiopien, Dessaleng. Samuel Gambok,
Quelques-uns de ces présidents que je viens de citer, et donc qui vont tenter de faire fléchir le président Nkurunziza, sont en baisse de popularité dans leur propre pays. Quel impact peuvent-ils réellement avoir sur le président burundais ? Oui, je pense que c'est vrai de souligner qu'ils sont en baisse de popularité dans leur pays, mais cela encore relatif dans d'autres pays. Mais je pense que c'est pas ce qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la légitimité politique que ces dirigeants ont, à la fois dans leur propre pays, mais aussi au-delà du continent. Macky Sall a été élu démocratiquement. C'est quelqu'un qui est un démocrate avéré. Et que ce soit les autres membres de la mission, il y a quand même une certaine légitimité. Mais le plus important, c'est de savoir que le fait de mobiliser 5 chefs d'État et de gouvernement montre que l'Union africaine veut prendre à bras le corps cette affaire. Est-ce qu'il sortira des éléments positifs ou importants, déterminants à l'issue de cette mission? Je ne pense pas. Parce que Pierre Nkurunziza fera certainement des promesses, mais il faudra qu'après cette mission, qu'il y ait un suivi. Et le suivi devra s'atteler à préparer des mécanismes de protection d'abord pour les Burundais qui sont en dehors du pays. Il faut rappeler que le Sénarès, qui regroupe à la fois les partis de l'opposition et la société civile, une frange de la population civile, de la société civile qui est beaucoup plus radicale, voudrait quand même participer à ce dialogue. Mais maintenant, Pierre Nkurunziza voudrait lui seul, de façon unilatérale, fixer les termes de ce dialogue, ce qui n'est pas possible. Il faudrait, pour qu'il y ait dialogue, qu'il y ait à l'intérieur de la feuille de route qui va être dressée, les avis et les opinions des uns et des autres. Il faudrait quand même que l'appréciation de l'opposition puisse jouer un rôle déterminant dans l'élaboration de la feuille de route qui va encadrer ce processus de dialogue politique. Monsieur Kalbassou, avec cette énième médiation qui arrive donc au Burundi, est-ce qu'on a le sentiment finalement que Pierre Nkurunziza est au-dessus de tous et hors de portée de tous? C'est qu'effectivement Pierre, le président actuel, donne comme l'impression, parce qu'il ne veut pas écouter, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. L'Afrique veut prendre les choses en main, mais ce n'est pas facile aussi, donc il faut trouver une solution. C'est pour ça, je crois, c'est qu'il justifie 5 présidents aller au Burundi pour essayer de le faire plier, trouver une solution de sortie. Et moi, je trouve que c'est la meilleure solution pour le pays. Mais s'il s'entête à vouloir absolument maintenir sa position sans mettre de l'eau dans sa position, ça serait le problème, ça sera la catastrophe. Et c'est vraiment dommage qu'effectivement, au XXIe siècle, qu'on arrive à maintenir, à se comporter comme si l'intérêt du peuple ne compte pas. Alfred Tshango, qu'en est-il de la communauté est-africaine à laquelle fait partie le Burundi? Oui, elle est tout à fait atone, tout à fait silencieuse, semble même dépassée par la question burundaise. On se souviendra que l'émissaire justement de cette communauté d'Afrique de l'Est, le président ougandais, c'est Yoweri Museveni, c'est l'un de ces chefs d'État dont la cote est en baisse. On se souvient de sa très controversée réélection. Il était venu à un moment donné, il a reçu aussi un soufflet de la part de Nkurunziza, il est rentré chez lui et il s'est tu. Et donc, je ne vois pas ce qu'il va proposer de plus parce qu'il est déjà très mal élu dans son propre pays. Alors, on a vu qu'il y avait cette tentative de culpabiliser le Rwanda en disant la RD Congo et le Burundi, disant que le facteur de trouble dans la région... C'est du bluff selon vous? Ou il y a quand même des raisons de penser que le Rwanda et la RD Congo trament quelque chose contre le Burundi? Non, je ne pense pas que Paul Kagame tramerait quelque chose contre le Burundi. Simplement, il est très sensible à cette question qui a secoué toute l'Afrique depuis 1994, la question du génocide. Et le président rwandais, Paul Kagame, il part de cette idée qu'un chef d'État ne peut pas tuer son peuple, ne peut pas tirer sur son peuple. Il a essayé par tous les moyens de prévenir Pierre Nkurunziza, mais il n'a pas été entendu. Maintenant, effectivement, il supporte le poids de beaucoup de réfugiés burundais chez lui. Et pour cette raison-là, lui, il voudrait effectivement que la paix revienne au Burundi, que ces gens-là retournent dans leur pays. Et donc, si cela n'est pas fait, pourquoi est-ce que
il ne favoriserait pas, il ne formerait pas justement de ces légions qui se trouvent chez lui pour revenir au Burundi, point d'interrogation. Et de ces Burundais qui sont à l'étranger, notamment le Sénarède, il y a beaucoup de cette opposition radicale. Quelle marge de manœuvre ont-ils réellement hors du pays pour faire pression sur Nkurunziza? Bon, ça c'est la vraie question. Elle est très limitée, leur marge de manœuvre, puisque que ce soit dans les pays environnants, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Tanzanie ou en RD Congo, en fait, tous ces chefs d'État ne voudraient point effectivement qu'il y ait extension de cette crise burundaise, parce que ça risquerait de déstabiliser les économies de la région. Et on voit effectivement que nous sommes dans une période de troubles économiques, financiers au niveau international, et donc cette crise-là risquerait de s'aggraver encore. Ce qu'ils essaient de faire, effectivement, c'est de ramener tout le monde à des bons sentiments pour qu'ils se retrouvent autour de la table et qu'il y ait ce dialogue. Merci beaucoup. Place à présent à ce deuxième sujet. L'agriculture et l'électrification, ce sont deux enjeux majeurs pour le continent africain. Alors, le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export co-organise la 4e édition du Forum international Afrique Développement qui s'est ouvert ce 25 février et se clôturera demain 26 février à Casablanca. Alors, plus de 1200 opérateurs économiques et institutionnels africains et internationaux sont attendus à cette édition qui a pour thème cette année agriculture et électrification, mobiliser les énergies. C'est un sujet d'Olivia Hieré-Dobré. L'Afrique peut-elle, grâce à son agriculture, se nourrir et nourrir le monde? La progression démographique spectaculaire du continent africain constitue un atout certain pour son économie, mais également un défi de taille. Plus de 50% de la population souffre de malnutrition, tandis que le continent dispose de 800 millions d'hectares de terres arables non exploitées. Dans de nombreux pays d'Afrique, les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux paysans d'accroître leur productivité et leur rendement. Dans ce contexte, la 4e édition du Forum international Afrique Développement, qui se tient les 25 et 26 février 2016 à Casablanca au Maroc, s'inscrit dans une démarche de promotion des investissements et du renforcement de la coopération sud-sud. Dans des pays africains où l'agriculture constitue le premier secteur de l'économie, avec 25% du PIB, où 63% de la population vit dans le monde rural et subsiste grâce à l'agriculture, la prise en charge de ce secteur s'avère décisive pour envisager une croissance inclusive, réductrice des inégalités, tout en réussissant le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture moderne. Autre défi majeur du continent africain, l'électrification. Selon un rapport de l'Africa Progress Panel, le think tank de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, publié en juin 2015, plus de 60% de la population n'ont pas accès à l'électricité. L'Afrique génère seulement 2,3% des émissions de CO2. Plus qu'ailleurs, un pari sur les énergies renouvelables pourrait faire émerger une nouvelle économie qui contribuerait à réduire la pauvreté et favoriserait le développement du continent. L'électrification du continent constitue un autre atout, un autre enjeu majeur. Près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès au réseau électrique et les taux d'électrification moyens des pays subsahariens ne dépassent guère les 20%. Nous formulons ainsi le vœu que cette 4e édition du Forum Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et permettra de donner lieu à des initiatives audacieuses et des partenariats porteurs d'avenir. La 4e édition du Forum international Afrique Développement prévoit durant 2 jours l'organisation de rencontres d'affaires entre décideurs et investisseurs économiques. Le marché de l'investissement mis en place dans le cadre du forum prévoit de donner de la visibilité aux plans nationaux de développement et aux banques de projets structurants. Monsieur Kalbassou, nous venons de l'entendre dans ce sujet. Près de 60% de la population en Afrique n'a toujours pas accès à l'électrification, à l'électricité. C'est un chiffre qui vous surprend, qui vous choque? Non, je le constate. Puisque je viens de la zone rurale. Donc, je dirais même, dans mon coin, c'est 80% de la population qui n'a pas droit à l'électricité. On ne peut pas parler de développement sans énergie. Et surtout, je viens de la zone sahélienne, où le bois se fait rare, qui est la source principale. Il n'y a que l'électricité et il y a le solaire, parce que la zone sahélienne, il y a beaucoup de soleil. Mais le problème, c'est que
des efforts, beaucoup d'efforts restent à faire. Et pour l'électrification, si on veut vraiment développer nos zones rurales et augmenter la production, il faut l'énergie. Et c'est ça le défi. Et si ce forum permet le réveil de l'Afrique, je serai le premier à applaudir à demain. Samuel Gembok, beaucoup d'efforts restent à faire. Faut-il ce qu'on peut qualifier d'un plan Marshall pour l'Afrique en termes d'électrification? Oui, je pense que si ce plan Marshall pouvait être décidé aujourd'hui même, ça ferait beaucoup de bien à des millions d'Africains. Je pense que la tenue de ce forum est une très bonne chose, encore une fois. Simplement, le problème qui se pose, c'est l'appropriation des idées et la production des idées qui sera faite. La question est de savoir si elle va bénéficier à l'orientation des politiques publiques dans les États membres de l'Afrique. Le problème qui se pose justement, c'est que généralement, on organise des séminaires, on organise des colloques. Il y a des gens qui passent des jours et des nuits à les préparer. Il y a des gens qui passent tout leur temps à réfléchir sur des questions techniques. Malheureusement, les solutions et les recommandations qui sont formulées à l'issue de ces études ne bénéficient pas non seulement à l'État et encore moins aux populations. Alfred Chango, vous partagez cet avis? C'est souvent des forums qui reviennent assez régulièrement, qui ne portent pas leurs fruits. Et j'ai également une question pour vous. Est-ce que l'une des solutions pour l'électrification de l'Afrique, ce serait de se diriger tout simplement vers le solaire? C'est une question très intéressante, mais pour en revenir à la première, si on évoquait ici toutes les réunions, les rencontres internationales où il a été question de l'électrification de l'Afrique, on n'en sortirait pas. Il suffit de rappeler simplement le projet des États-Unis, Barack Obama, électrifier l'Afrique, celui de Jean-Louis Borloo qui est là, mais si on remonte encore un peu plus loin, il y a le projet du NEPAD, de l'électrification de l'Afrique avec des pôles suivant les différentes régions africaines pour amener justement chaque région à pouvoir capitaliser ce qui, dans cette zone-là, est l'énergie la plus importante, la plus propre en Afrique centrale, c'est les centrales. Le Maroc, en tout cas, est cité comme exemple. C'est un exemple à suivre? Exactement, le Maroc, pour ce qui est du solaire, puis de l'éolien. Le Maroc fait vraiment de progrès considérables avec l'installation. Oui, Nour 1, maintenant Nour 2 est en chantier. Comme disait Kalbassou, mais justement le Sahel c'est un lieu béni pour le soleil et donc effectivement le solaire peut prospérer là-bas. Merci beaucoup. Il est à présent temps de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.